KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Kenza Moulin. En ce 1er octobre 2025, je suis ravie de débuter une nouvelle saison de Fréquence Banque, l'émission de Radio KPMG qui fait le tour tous les 2 mois de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Pour présenter cette édition, je suis entourée de 3 associés de KPMG France. Arnaud Bourdeil, responsable du secteur banque. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Julien Bertrand, en charge du risque de crédit dans le département Financial Risk Management. Bonjour Julien. Bonjour Kenza. Et enfin, Sylvie Miette, responsable de la plateforme Finance Durable. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza. Au début de cette édition, nous ferons le tour des principales évolutions réglementaires bancaires qui ont marqué l'été 2025. Une période exceptionnellement dense, rythmée par la forte activité de l'autorité bancaire européenne, très prolifique cet été. Face à l'abondance de textes et de consultations, nous avons dû faire des choix éditoriaux. Et donc aujourd'hui, à la une de Fréquence Banque, nous présenterons la version finale des orientations de l'EBA sur le calcul du risque de crédit associé au financement de la promotion immobilière, le traitement prudentiel des cryptoactifs et les nouvelles propositions législatives de la Commission européenne pour relancer les titrisations en Europe. Nous poursuivrons ensuite avec vous, Julien Bertrand. Vous nous présenterez les résultats des tests de résistance 2025 menés par l'autorité bancaire européenne, des résultats qui ont été publiés le 1er août dernier. Enfin, nous clôturerons l'émission Sylvie avec votre traditionnelle chronique verte qui décryptera les principaux sujets ESG de l'été. Mais commençons tout de suite le tour d'horizon de l'actualité bancaire avec vous, Arnaud Bourdeil. L'EBA a publié le 1er juillet dernier ses lignes directrices sur les expositions dites ADC, l'acronyme CRR3 pour acquisition, développement et construction, portant plus spécifiquement sur l'immobilier résidentiel. Oui, Kenza, nos auditeurs le savent. Le règlement CRR3 a introduit un nouveau traitement prudentiel pour les expositions qui financent la promotion immobilière avec un taux de pondération par défaut de 150%. Une exception a néanmoins été prévue. Les projets résidentiels peuvent bénéficier d'un taux préférentiel de 100% sous réserve de présenter un profil de risque plus faible. Ce profil de risque plus faible correspond à 2 catégories de situations. La première, où une part importante des contrats de prévente ou de prélocation bénéficie d'un dépôt en espèces substantiel et non remboursable du client final, à savoir le client du promoteur. Et la deuxième situation, où le profil de risque sera aussi qualifié de faible, celle où le promoteur fait un apport en fonds propres jugé approprié quand on le rapporte à la valeur du bien immobilier résidentiel terminé. Ces notions de substantiel et d'approprié n'étant pas définies dans le règlement CRR3, le BA les a précisées dans ses guidelines du 1er juillet. Ces mêmes guidelines avaient fait l'objet, Arnaud, d'une consultation en mai 2024 que vous aviez d'ailleurs commentée sur ces ondes lors de notre émission de juin 2024. Exactement. La consultation a permis de clarifier les seuils et a d'ailleurs fait débat car les seuils proposés étaient supérieurs à ce qui était attendu par les banques, ce qui explique le délai de 13 mois entre la consultation et la publication de la version finale. Et quelles sont précisément les conditions désormais posées pour l'application de ce taux de 100%? Alors, les lignes directrices retiennent 2 grands critères non cumulatifs. Le premier, les contrats préalables pour lesquels au moins 50% du projet doit être couvert par des ventes ou des locations fermes ou par des pré-contrats assortis d'un dépôt substantiel. Ce dépôt doit s'élever au moins à 10% du prix de vente ou à l'équivalent de 3 mois de loyer dans le cas d'une prélocation et il doit être saisissable en cas de rupture. Le deuxième critère concerne l'apport en fonds propres du promoteur qui doit représenter au moins 25% de la valeur du projet à l'achèvement. Cette évolution est notable, Kenza, car lors de la consultation de mai 2024, le seuil proposé était de 35%. Les banques ont donc obtenu un assouplissement dans la version finale. L'EBA a aussi clarifié ce qui peut être pris en compte pour le calcul de l'apport en fonds propres. Liquidité affectée, terrain apporté, dépenses de construction déjà financées ou encore subventions et aides publiques déjà versées. S'agissant des banques qui financent la construction de logements sociaux, suivent-elles les mêmes règles ou bénéficient-elles d'un régime particulier? Oui, l'EBA a adapté les conditions pour tenir compte des spécificités du secteur. L'apport minimal en fonds propres est abaissé à 20% contre 25% dans le cadre général. Surtout, les subventions engagées, même si elles ne sont pas encore versées, peuvent être prises en compte dans le calcul de l'apport.
Enfin, la condition de prévente peut être remplacée par la constatation d'une demande de logements sociaux supérieure à l'offre dans la commune concernée. En résumé, ces lignes directrices apportent une grille claire et harmonisée, 50% de prévente ou de prélocation, ou 25% de fonds propres dans le régime général, et un cadre adapté au logement social avec 20% d'apport et la prise en compte des subventions engagées. Oui, on peut dire que c'est un compromis équilibré. Le cadre général reste plus prudent avec un taux par défaut de 150%, mais ces lignes directrices introduisent la flexibilité nécessaire pour répondre à la demande de logements résidentiels et sociaux, en précisant les conditions permettant aux banques de bénéficier du taux plus favorable de 100%. Poursuivons notre tour d'horizon de l'actualité avec la publication par l'EBA, le 6 août dernier, de la version définitive de sa norme technique sur le traitement prudentiel des cryptoactifs détenus par les banques. Oui, ce texte établit le cadre prudentiel transitoire pour les banques européennes qui détiennent des cryptoactifs. Il s'inscrit dans un contexte d'intérêt croissant des établissements pour ces activités, à la fois comme nouvelle source de revenus et comme levier de compétitivité, avec toutefois des risques de volatilité et d'incertitude majeures. Comment ce cadre s'articule-t-il avec les autres initiatives, à la fois internationales et européennes? Il repose à la fois sur les normes de Bâle et sur le règlement MiCA, entré en vigueur en juin 2023, avec des dispositions applicables aux EMT, c'est-à-dire les jetons adossés à un seul actif, et les ART, les jetons adossés à un panier d'actifs, depuis juin 2024 et le règlement CRR3. L'idée ici est d'aligner les pratiques européennes tout en respectant les engagements internationaux. Concrètement, Arnaud, que prévoit ce RTS pour les différents types de cryptoactifs que vous venez de citer? Trois cas de figure sont couverts. Le premier cas, les EMT, c'est-à-dire les jetons adossés à une seule monnaie fiduciaire, sont considérés comme des expositions sur l'actif sous-jacent selon une approche par transparence. Le deuxième cas, les ART, qui sont des jetons adossés à un panier d'actifs traditionnels et dont les émetteurs respectent le règlement MiCA, seront alors pondérés à 250% pour le risque de crédit, et il faudra calculer un risque de marché et un risque de contrepartie directement sur les actifs sous-jacents. Enfin, le troisième cas, qui concerne les autres cryptoactifs plus risqués, comme le Bitcoin, ceux-ci se voient appliquer une pondération très pénalisante de 1250% pour le risque de crédit. Le RTS précise aussi un cadre strict pour le risque de marché et le risque de contrepartie, avec une reconnaissance limitée des couvertures si trois critères sont réunis. Une corrélation avérée, la disponibilité des données sur le prix avec au moins 100 observations sur un an et une liquidité suffisante. Autrement dit, une capitalisation supérieure à 10 milliards d'euros et un volume quotidien supérieur à 50 millions d'euros. Enfin, le CRR3 fixe une limite d'exposition globale à 1% des fonds propres CET1 pour ce type d'actifs. Autrement dit, on limite la possibilité pour les banques d'être trop exposées à ce type de cryptoactifs jugés risqués. Qu'en est-il de la question sensible de la valorisation? Alors sur ce sujet, le BA est très clair. Les cryptoactifs posent des difficultés de valorisation compte tenu de leur forte volatilité et de l'absence de normes comptables spécifiques. Le RTS note que l'application des méthodes de juste valeur est problématique et recommande que des exigences de valorisation prudente spécifiques soient intégrées dans le cadre définitif qui remplacera à terme ce régime transitoire. Et justement, Arnaud, quelles sont les prochaines étapes? Ce RTS va être soumis à la Commission européenne pour adoption, puis examiné par le Parlement et le Conseil avant sa publication au journal officiel. Et je viens de le dire, il s'agit d'un régime transitoire qui permet aux banques d'appliquer dès maintenant un cadre prudentiel harmonisé sur leurs expositions aux cryptoactifs. Mais le régime cible, celui qui intégrera pleinement les standards de Bâle, doit encore être fixé par un futur texte de la Commission, initialement prévu pour l'été 2025, mais celui-ci tarde à sortir. Avant de finir ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire, évoquons un ensemble de mesures destinées à relancer le marché de la titrisation en Europe, présentées par la Commission européenne le 17 juin dernier. Pourquoi cette initiative arrive-t-elle maintenant, Arnaud? Parce que les opérations de titrisation n'ont jamais vraiment redécollé depuis la révision du cadre européen en 2019. Renforcé après la crise financière, ce cadre de 2019 reposait sur des règles très strictes destinées à protéger les investisseurs et à améliorer la transparence. Mais 6 ans plus tard, la Commission reconnaît que ces règles ont été trop lourdes et ont freiné le marché.
Or, la titrisation est un instrument clé. Elle permet aux banques de transformer des prêts en titres vendus à d'autres acteurs comme des établissements financiers, des assureurs ou des fonds de pension, ce qui libère du capital pour accorder de nouveaux crédits aux ménages et aux PME. Et les réformes envisagées visent à changer cela? C'est précisément l'objectif. Bien sûr, il ne faut pas confondre l'instrument et les abus qui avaient mené à la crise de 2008. La titrisation bien encadrée reste un outil utile de gestion des risques et de financement de l'économie réelle. Ce projet s'inscrit dans le prolongement des rapports Letta, Noyer et Draghi, mais aussi dans les conclusions du Conseil européen et le mandat confié à la Commission par l'Eurogroupe. La Commission replace clairement la titrisation dans sa nouvelle stratégie de l'union de l'épargne et de l'investissement. Il s'agit de canaliser davantage de capitaux vers l'économie réelle, l'innovation et l'emploi, tout en diversifiant les risques dans le système financier. Concrètement, qu'est-ce qui change dans le paquet législatif du 17 juin? 3 grandes propositions législatives ont été présentées à cette occasion. Le règlement sur la titrisation est allégé et simplifié. Les obligations de vérification et de transparence sont réduites, avec un objectif de 35% de champs en moins dans les modèles de reporting et un cadre STS modernisé. L'objectif est de réduire la charge et les coûts opérationnels pour les banques et pour les investisseurs. Ensuite, le règlement CRR est ajusté pour rendre le traitement en fonds propres plus sensible au risque et moins pénalisant, notamment pour les tranches seniors les plus sûres. Enfin, le règlement LCR devrait être assoupli. La Commission a lancé une consultation express d'1 mois entre mi-juin et mi-juillet pour proposer que davantage de parts de titrisation puissent être considérées comme des actifs liquides avec des décotes adaptées et la suppression de certaines contraintes. Arnaud, le message de la Commission européenne est donc que la titrisation doit devenir à la fois plus simple et plus attractive, sans affaiblir la stabilité du système financier européen. C'est exactement cela. La Commission ne cherche pas à déréguler, mais à rationaliser, réduire les coûts, introduire plus de sensibilité au risque et lever les freins injustifiés. Il s'agit d'un cadre fit for purpose, plus simple, moins coûteux, mais toujours sûr. Et qu'en est-il du rôle des assureurs dans ce marché? Un projet d'amendement à Solvabilité 2 sera publié prochainement. L'idée est de réduire les exigences en capital pour les assureurs, y compris sur les tranches non STS, afin d'inciter les institutionnels à investir dans la titrisation. C'est un signal fort pour diversifier la base d'investisseurs et renforcer la profondeur du marché. Donc, en résumé, quel est le message de la Commission européenne? Le message est que la titrisation peut et doit redevenir un levier pour financer la croissance européenne et ses priorités stratégiques. La transition verte, numérique et sociale, mais aussi la compétitivité. Les propositions du 17 juin dernier créent ainsi un cadre plus favorable à la titrisation, mais ceci ne suffira pas sans l'engagement du secteur financier. Standardisation des émissions, économie d'échelle et confiance des investisseurs seront ainsi déterminants. On aura alors un cadre toujours solide, mais qui cesserait d'être un frein pour permettre aux banques de libérer du capital et aux investisseurs institutionnels de revenir sur le marché dans de meilleures conditions. C'est ce qui ressemble à un compromis équilibré. Ce tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire est terminé. Merci à vous Arnaud Bourdeil. Je le disais en début d'émission, l'actualité de l'été 2025 ayant été très dense, nous avons dû faire des choix éditoriaux dans ce tour d'horizon. Toutefois, si vous souhaitez retrouver toute l'actualité réglementaire et prudentielle estivale, vous pouvez consulter notre newsletter ActuBank disponible sur kpmg.fr. Poursuivons maintenant avec vous, Julien Bertrand. Le 1er août dernier, l'autorité bancaire européenne a publié les résultats de son test résistance pan-européen 2025. Cet exercice a couvert 64 établissements dans 17 pays de l'Union européenne et de l'espace économique européen, soit environ 75% des actifs bancaires de l'Union. Vous allez nous aider à décrypter ce millésime 2025. Pour commencer, il est peut-être utile de rappeler à nos auditeurs ce qu'est un stress test et à quoi il sert. Et en quoi celui de 2025 se distingue de l'édition 2023 que vous aviez d'ailleurs présentée sur ces ondes. Exactement. Alors, un test de résistance, communément appelé le stress test, c'est une simulation de crise sévère mais plausible qui permet de vérifier si les banques auraient un coussin de fonds propres pour continuer à financer l'économie dans le cas où le vent, on va dire, tournerait mal. En 2025, le BA a testé les banques sur 2 trajectoires, un scénario de référence normalisé et un scénario adverse beaucoup plus dur. La particularité de cette année, c'est que l'exercice part d'un secteur plus profitable et mieux capitalisé qu'en 2023, avec un retour de fonds propres aux alentours de 10,5% en 2024, un ratio de fonds propres
on va dire de base à 16%, et une qualité d'actifs qui reste favorable, avec un taux de prêt non performant à hauteur de 1,9% à fin 2024. Ce point de départ robuste compte beaucoup pour la suite. Entrons, si vous le voulez bien, Julien, dans le cœur du scénario dur. De quel choc parle-t-on et à quel horizon? Le scénario adverse projette de fin 2024 à fin 2027 une récession beaucoup plus marquée avec un PIB de l'UE en baisse cumulée de 6,3% et un chômage qui grimpe à 5,8 BP. Le prix des actions chute fortement dès 2025, de l'ordre de 50% à peu près la première année. Les taux plus longs remontent d'environ 150 BP. L'inflation se situe au-dessus du scénario de référence 2025-2026 avant de refluer et l'immobilier décroche, moins 15,7% pour le résidentiel et moins 29,5% pour l'immobilier commercial sur 3 ans. Contrairement au stress de 2023, qui mettait l'accent surtout sur la persistance d'une forte inflation, celui de 2025 se concentre sur un risque de récession profonde. Mais attention, il n'y a pas d'hypothèse de changement de politique économique spécifique. On va tester l'absorption des chocs, pas une réaction des autorités. Alors, l'autre nouveauté à signaler, c'est que 2025 représente la première campagne pleinement alignée sur le règlement CRR3. En quoi cela change-t-il la lecture des ratios, Julien? En effet, les résultats publiés mettent l'accent sur les ratios applicables, qui tiennent compte des mesures transitoires prévues par CRR3. Le BA montre aussi ce que donnerait une vision cible 2033. Dans cette lecture, la décote sur le ratio CET1 au départ serait de 129 BP, en raison notamment de l'outfloor. Mais ici, le système européen finirait en cours l'exercice au-dessus de 11%. Autrement dit, la trajectoire réglementaire est exigeante. Mais le secteur part de haut et donc conserve des marges. Venons-en aux résultats à proprement parler. Dans ce contexte très dégradé, que montrent les chiffres 2025 pour l'ensemble du secteur bancaire? Alors, pour la campagne 2025, on va mettre en avant 3 messages clairs. Tout d'abord, une résilience d'ensemble. Dans le scénario dur, la consommation de capital, donc la baisse du ratio de fonds propres de base par rapport au point de départ, est de 370 BP, inférieur à 2023, 479 BP, malgré une sévérité comparable. Et toutes les banques restent au-dessus de leur exigence minimale de fonds propres. Deuxième message, dans cette campagne de stress test, la capacité bénéficiaire des banques absorbe une partie des chocs. En effet, les résultats nets au fil de l'horizon de temps ajoutent environ 509 BP de capital, ce qui compense partiellement les pertes de crédit, qui sont à hauteur de 437 BP, les pertes de marché pour 108 BP et enfin les pertes opérationnelles de 61 BP. Et donc le troisième message, les banques réagissent de manière hétérogène. Les dégradations vont d'un léger gain, plus 106 BP pour quelques établissements, jusqu'à moins 1263 BP pour les cas les plus exposés. Bien entendu, les banques qui génèrent beaucoup de revenus au départ encaissent mieux les chocs. Celles avec beaucoup d'expositions fragilisées, les Stage 2 et Stage 3 en IFRS 9, ou peu diversifiées par pays et devises, souffrent d'une baisse beaucoup plus marquée. Si on reste concret, Julien, d'où viennent les chocs qui pèsent le plus sur le capital? Les activités, les charges, les risques? On peut dire que le compte de résultat, le risque de crédit, le risque de marché influent tous sur le capital, mais de manière différente. Si je commence par le compte de résultat, en 2024, les banques avaient engrangé 181 milliards d'euros de bénéfices nets. Cela sert de premier tampon. Sur l'horizon de temps 2025-2027 du scénario dur, le revenu net d'intérêt cumule 945 milliards, les frais commissions environ 416 milliards, pendant que les revenus de marché, c'est-à-dire le trading, sont globalement faibles, à hauteur de 7 milliards cumulés après une forte année 1. Côté coût, les charges administratives représentent 904 milliards sur 3 ans. Cette mécanique explique pourquoi, malgré la pression sur le risque, le résultat net contribue positivement au capital. Alors, on comprend bien l'impact du compte de résultat. Qu'en est-il du risque de crédit et du risque de marché? S'agissant du risque de crédit, les dépréciations cumulées atteignent environ 394 milliards, concentrées en première année lorsque la récession est la plus violente. Ce niveau de perte, il est en hausse de 15% par rapport à 2023, en raison notamment de la dégradation de la qualité des portefeuilles par rapport au point de départ, mais aussi une augmentation des prêts de Stage 2. Rapporté aux expositions totales, on est aux alentours de 1,9%, mais avec une dispersion forte selon les établissements. Il y a pour moi 2 enseignements à en tirer. Premièrement, les provisions volontaires de gestion de mise de côté par certaines banques, ce qu'on va appeler les overlays, à hauteur de 18,4 milliards, sont consommés dès la première année et amortissent donc le choc. Deuxièmement, l'immobilier commercial se détériore nettement, donc la part des expositions en stage 3 triple, passant de 4% à 12,7% sur l'horizon adverse. Côté risque de marché, il agit également sur le capital. Le choc est frontal dès l'année 1. 183 milliards de pertes initiales, puis un profit de reprise qui va laisser un cumul net d'environ 98 milliards sur 3 ans. Sous l'effet notamment d'un élargissement des spreads de crédit, une hausse des taux et enfin un repli des actions.
Mais l'activité de market making permet de compenser près de 50% des pertes, un amortisseur bien plus efficace qu'en 2023. Merci Julien, c'est en effet beaucoup plus clair pour moi et donc pour les auditeurs qui nous écoutent. En préparant cette interview, j'ai compris que l'approche des stress tests en 2025 avait évolué. Quel est l'impact de ce changement méthodologique? Alors, il y en a deux évolutions structurantes qui sont à noter pour cette année. En 2025, le B a présenté le résultat des stress tests conformément aux règles CRR3. Pour cela, les ratios de départ publiés en 2024 sous CRR2 ont été donc recalculés en CRR3 afin de ne pas comparer deux référentiels différents. Les résultats sont ensuite présentés sous deux angles. D'une part, des ratios applicables avec des mesures transitoires qui reflètent la réalité réglementaire des prochaines années. Et d'autre part, une vision fully loaded, à savoir en plein régime, pour plus de transparence. Cette démarche permet d'identifier clairement l'impact du scénario de stress et de celui du changement du cadre réglementaire. Deuxième évolution, donc au niveau de la méthodologie en 2025, le BA a pris la main sur certains calculs clés afin d'assurer une meilleure comparabilité entre banques. Après avoir déjà imposé en 2023 une méthodologie commune pour les frais et commissions, elle a appliqué en 2025 le même principe au revenu net. Au lieu que chaque banque fasse ses propres projections, le BA produit désormais elle-même ses estimations selon un cadre homogène. Cette approche réduit donc les écarts liés aux hypothèses internes des établissements et permet de mieux isoler l'effet de stress des scénarios. Ainsi, le BA prévoit d'étendre progressivement ce dispositif au risque de crédit dans les prochains exercices, puis d'intégrer le risque climatique à partir de 2027. Si l'on se place maintenant dans la vie normale, c'est-à-dire le scénario de référence, qu'est-ce que l'exercice de stress 2025 nous dit sur la trajectoire attendue du secteur? Selon le scénario de référence, le secteur continue de se renforcer au niveau de ses fonds propres, plus 118 BP sur 3 ans, avec un ratio qui va fluctuer entre 15,8% et 16,9%. Des bénéfices qui vont aussi évoluer entre 171 et 160 milliards sur l'horizon de temps 2025-2027 et un excédent d'actions ordinaire d'environ 526 milliards par rapport aux exigences minimales. Cela traduit une situation qui est solide, avec une marge de sécurité et aussi cohérente avec le point de départ robuste du secteur. On a parlé revenus et pertes, qu'en est-il des actifs pondérés par les risques? Côté actifs pondérés, ou plus communément appelés les RWA, ils vont augmenter de 9,6% dans le scénario adverse, surtout sur la partie risque de crédit. L'output floor n'est pas encore mordant dans la mesure où les aménagements transitoires sont là. En vision cible, certains établissements commenceraient à être impactés. C'est un point important. Aujourd'hui, l'effet est gérable. Demain, il va falloir ajuster les portefeuilles et donc les modèles. Vous avez cité l'immobilier commercial comme un secteur risqué. Pouvez-vous préciser ce que l'exercice a mis en évidence? D'abord, l'environnement macroéconomique rend l'immobilier commercial beaucoup plus vulnérable. Baisse des valeurs, une pression sur les loyers, des coûts de financement qui sont beaucoup plus élevés. Dans les chiffres du stress test, la part d'exposition dégradée, c'est-à-dire le stage 3, monte de 12,7% à fin 2027 contre 4% dans le point de départ. C'est nettement plus prononcé qu'en 2023. Ensuite, le profit des portefeuilles va compter. Les banques, avec une forte concentration sectorielle ou géographique, ont des sensibilités beaucoup plus marquées. Un mot sur les charges. On voit que l'inflation a fait grimper les coûts ces 2 dernières années. Comment le BA traite-t-elle les dépenses dans l'exercice? Le BA encadre plusieurs lignes de dépenses avec un plancher, on va dire, méthodologique. Globalement, on n'autorise pas ces postes à passer sous leur niveau 2024 dans les projections. Bien sûr, sans les effets qui sont dûment justifiés. Les événements non récurrents, reconnus au départ, abaissent mécaniquement ce plancher. Si on ne les avait pas pris en compte, le ratio aurait été estimé aux alentours de 17 points de base, beaucoup plus bas. Et détail technique intéressant, les chocs de change de scénario dur, c'est-à-dire l'appréciation de l'euro par rapport à certaines devises, amortissent un petit peu la progression de certaines dépenses liées en monnaie étrangère. Pour terminer, Julien, j'aurais quelques questions plus pédagogiques pour aider nos auditeurs à se faire une idée concrète de ce que ça change pour une banque type. Première question sur l'année 1 du scénario dur. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les comptes? Alors, en année 1, on simule une crise de marché soudaine, avec des pertes de marché d'environ 183 milliards d'euros, une baisse des actions, des spreads qui s'écartent, des dépréciations de crédit qui montent vite et un revenu d'intérêt qui recule au début avant de se rétablir par la suite. C'est la dynamique typique d'un choc brutal suivi d'une normalisation progressive. Les provisions sont utilisées très tôt, donc pour absorber le choc, et sur l'ensemble de la période, la marge d'intérêt reste le premier contributeur positif, même après un creux initial. Alors, autre question, où atterrit une banque médiane? Elle atterrit plus bas qu'au départ en ration de fonds propres. C'est le principe d'un stress, mais au-dessus de ces seuils. Et surtout, l'écart provient d'abord des pertes de crédit et des pertes de marché. À l'inverse, ces bénéfices cumulés sur 3 ans réparent une bonne partie de la casse, malgré des dividendes encore versés.
avec parfois des limitations automatiques si on se rapproche beaucoup trop des seuils. À l'échelle du secteur, ces distributions retirent environ 64 BP au ratio final contre 24 en 2023, ce qui illustre aussi la montée des payouts observés depuis 2022. Pour conclure, 2 dernières questions importantes. D'abord, quel enseignement retenir de cet exercice? Et puis, comment votre équipe accompagne concrètement les banques après la publication des résultats de ces stress tests 2025? Alors, je dirais que l'enseignement tient en une phrase. Le secteur européen démontre encore sa capacité à encaisser une récession sévère, et ce, malgré des pertes cumulées importantes. La génération de revenus reste le premier amortisseur. C'est rassurant, sans être un motif de laisser aller. L'immobilier commercial, les marchés et pour certains la concentration sectorielle géographique doivent rester donc sous surveillance. À propos de la mise en œuvre, notre équipe a expérience des campagnes 2018, 21, 23 et ou encore 25. Concrètement, nous réconcilions les données réglementaires et de gestion pour industrialiser la production, paramétrons des bibliothèques de sensibilité de revenus nets conformes bien sûr au calcul 2025, une retarification, les hypothèses centrales donc de l'EBA, et aussi simuler au plus vite les écarts par rapport aux centrales. Et enfin, nous documentons également les analyses sectorielles, dont l'immobilier commercial, pour anticiper les attentes du superviseur, clarifier la communication externe, en ligne avec les formats de publication de l'EBA, que ce soit des agrégats, des annexes ou encore une dispersion banque par banque. Merci beaucoup, Julien Bertrand, pour votre éclairage très complet de cette édition des stress tests 2025 réalisés par l'EBA. On retiendra donc que le secteur bancaire est solide, que les points de vigilance ont bien été identifiés et qu'une méthodologie plus harmonisée facilite les comparaisons entre établissements. Poursuivons cette émission avec vous, Sylvie Miette, et votre chronique dédiée au sujet ESG. Aujourd'hui, Kenza, ma chronique porte sur la No Action Letter publiée le 5 août dernier par l'autorité bancaire européenne qui suspend temporairement certaines obligations de reporting ESG du pilier 3, offrant ainsi un bol d'air à un secteur bancaire pris en étau entre ambition réglementaire et réalité opérationnelle. Depuis le 1er janvier 2025, le règlement CRR3 a changé la donne. Toutes les banques, sans exception, doivent désormais rendre compte de leurs risques ESG dans leur rapport pilier 3. Alors que cette exigence s'appliquait jusque-là uniquement aux seuls grands établissements cotés, l'obligation de transparence s'étend maintenant à l'ensemble du secteur. Or, cet élargissement du champ d'application intervient dans un cadre réglementaire mouvant. La nouvelle norme technique, l'ITS, qui encadre, structure les modèles à publier, n'a été mise en consultation que le 22 mai dernier et n'est pas encore finalisée. Et dans le même temps, la Commission déploie le paquet Omnibus pour rationaliser le reporting durable CSRD. Dans ce contexte incertain, l'EBA choisit la voie de la sagesse. Les autorités nationales sont invitées à faire preuve de souplesse jusqu'à ce que la réglementation se précise. Cette approche pragmatique se traduit par des mesures différenciées. Les grandes banques cotées continuent de publier le pilier 3 ESG, mais peuvent se dispenser d'inclure les états les plus complexes, notamment le GAR et le BITAR. Toutefois, le ratio GAR a fait l'objet d'une révision et reste requis au titre de la CSRD. Quant aux autres établissements qui ne publient pas encore de pilier 3 ESG, à savoir les grandes banques non cotées, les établissements de taille moyenne et ceux qualifiés de petits et non complexes, ils bénéficient d'un moratoire jusqu'au 31 décembre 2026. Cette décision révèle les tensions inhérentes à la transition durable du secteur bancaire. D'un côté, l'urgence climatique requiert des données fiables pour mesurer et piloter les risques environnementaux. De l'autre, la complexité technique du reporting ESG impose des investissements considérables en système et en compétences. L'EBA assume ce dilemme en privilégiant la qualité sur la vitesse. Mieux vaut des données robustes et comparables demain que des chiffres estimés aujourd'hui. Mais ne nous y trompons pas, cette flexibilité est temporaire. L'EBA le rappelle sans ambiguïté. Les objectifs de transparence ESG demeurent inchangés. Les établissements qui reporteraient leurs préparatifs s'exposeraient à un réveil brutal. Cette No Action Letter de l'EBA illustre finalement un équilibre à trouver entre ambition réglementaire et réalisme opérationnel. En accordant ce délai, l'autorité reconnaît que la transition vers un reporting ESG de qualité ne peut se faire dans la précipitation. Reste aux banques à saisir cette opportunité pour construire les fondations solides de leur future transparence ESG. Sachez que comme chaque année, KPMG organise le 27 novembre prochain sa traditionnelle conférence annuelle Arrêté des comptes, banques et assurances. Elle se tiendra cette année, salle Mogador.
En présence de nos experts, d'institutionnels et d'invités, cette conférence abordera l'actualité financière, réglementaire et ESG de l'année. En clair, une journée indispensable pour préparer sereinement la clôture 2025. Les inscriptions sont ouvertes sur kpmg.fr. Nous vous attendons nombreux. Enfin, clôturons cette émission par quelques conseils de lecture. Notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 30 juin 2025 et notre numéro ActuBank du mois de septembre. Ces 2 publications sont adressées à l'ensemble de nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci pour votre attention et pour votre fidélité. Rendez-vous en novembre prochain pour une nouvelle édition de Fréquence Banque. Très bonne journée à toutes et à tous.